Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profcast. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, une enseignante en élémentaire à Paris, avec qui nous allons parler du burn-out chez les enseignants. C'est un thème important et complexe à la fois que j'ai voulu aborder parce que nombreux enseignants sont touchés par le burn-out chaque année. Mais ça reste encore très tabou. On en parle de manière globale, mais c'est difficile de savoir exactement combien d'enseignants sont touchés par le burn-out, quelles sont les causes, les raisons du burn-out et combien de temps, souvent, les enseignants sont arrêtés s'ils le sont. Donc, à travers le témoignage de Chloé, on va aborder toutes ces questions et on va aussi aborder la question du recours. Quel recours les enseignants peuvent avoir pour se faire aider par des professionnels dans l'éducation nationale et hors éducation nationale. Mais avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute ainsi que sur Instagram et Facebook. C'est parti! Bonjour Chloé. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, merci de me recevoir. Avec plaisir. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet du thème du burn-out chez les profs, etc., est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours? Oui, alors je suis enseignante à Paris depuis 2018, donc c'est officiellement ma 4e année. Avant d'avoir rejoint donc, le master MEF pour devenir prof, j'ai été en études de graphisme, donc dans une école d'art appliqué, et je me suis ensuite redirigée vers l'enseignement. Et donc là, j'enseigne actuellement dans le 19e arrondissement de Paris. Ça fait la 2e année puisque j'y étais déjà l'année dernière. Et mes 2 premières années, c'était dans des quartiers un peu plus favorisés. Le 16e d'abord et ensuite le 20e du côté de Nation. Voilà, donc j'ai connu les 2 extrêmes en termes de public. Et qu'est-ce qui t'a fait passer du graphisme à l'enseignement? Alors, lors d'un stage que j'ai fait donc pour valider ma licence, j'ai réalisé que passer ma journée devant un ordinateur ne me plaisait pas, que j'avais besoin de plus de vie, d'interaction, d'être humain dans le métier. Et comme j'étais aussi animatrice en parallèle de mes études et que j'aimais beaucoup le contact avec les enfants, je me suis réorientée vers l'enseignement. D'accord, c'est intéressant parce que on entend beaucoup d'enseignants aussi qui se réorientent. Alors toi, t'as pas fait de métier avant vraiment pendant des années, voilà. Mais il y en a beaucoup qui se réorientent et qui cherchent un peu plus de sens et qui se rendent compte que les métiers comme le marketing, le graphisme, les métiers un peu de bureau, on va dire entre guillemets. C'est souvent un discours qu'on entend beaucoup en général, dans les reconversions en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler du burn-out chez les enseignants. Donc déjà, je voulais te remercier parce que je sais que c'est pas un sujet facile. Tout à fait. C'est pas un sujet évident, c'est quelque chose d'assez intime et j'apprécie aussi que tu me fasses confiance là-dessus. Donc là, l'idée, c'est que c'est un témoignage, c'est ton témoignage, donc c'est pas la vérité générale et on sait bien que chaque parcours est différent. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans ton intimité, c'est plus d'essayer de comprendre comment toi t'as vécu ça et comment ça s'est passé aussi au niveau de l'institution pour toi, dans les classes, etc. Donc voilà, c'est plus globalement comment t'as vécu ça en tant qu'enseignante et aussi par rapport à l'institution. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà comment tu t'es rendu compte en fait que t'étais épuisée, que t'étais en burn-out, que t'as vécu cet épuisement professionnel, parce que le burn-out, on appelle ça aussi épuisement professionnel, c'est juste un anglicisme. Comment toi, tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que tu peux expliquer un peu le contexte pour que les gens comprennent? Oui, alors dès le début, ça a été immédiat. Dès la semaine de rentrée, j'ai un peu compris, entre guillemets, ce qui allait m'attendre, les difficultés que j'allais rencontrer. Je suis quelqu'un de très clairvoyant et j'ai su à quelle sauce j'allais être mangée. Parce que donc moi je ne connaissais pas le poste de TRS. On m'a annoncé en juillet, donc fin juillet, que j'allais être TRS. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que TRS et quand est-ce que c'était par rapport à... Est-ce que c'était l'année dernière, c'est ça? Ça s'est passé l'année dernière, sur l'année scolaire 2020-2021. C'est ça? Voilà. Donc TRS, c'est titulaire remplaçant de secteur.
Ce qui veut dire qu'en fait, on complète des enseignants qui sont à 80% ou à mi-temps dans leur classe. Donc, on va être sur plusieurs classes dans une semaine. Ça peut être 4 classes, comme ça peut être 2 classes, 3 classes. Dans mon cas, j'avais donc 3 écoles, 4 classes et 6 niveaux de classe différents. Comment ça se fait que tu avais 6 niveaux de classe ? Alors, j'avais donc le lundi en détail, j'avais des CP. Le mardi, j'avais un triple niveau en maternelle, donc 3 niveaux de classe. Le mercredi, j'avais un mercredi sur 2 en maternelle, un mercredi sur 2 en CE2. Le jeudi, j'étais en CE1 et le vendredi en CE2. Donc, ça fait en cumulé 6 niveaux de classe. D'accord, oui, donc ça fait déjà beaucoup au niveau de... Je me doute qu'au niveau de l'adaptation, déjà, s'adapter à tous ces niveaux-là et en plus avoir des doubles, triples niveaux, je suppose que déjà, en termes de charge de travail et charge mentale, ça a dû impacter aussi ton état. De manière générale, je pense que le poste de TRS demande énormément de facultés d'adaptation. Faut déjà se dire qu'on faire le deuil de sa propre classe parce que moi, c'est un poste que je n'avais pas demandé. Donc il faut être en mesure de se mettre aussi dans les chaussons des enseignants qu'on complète. On perd en liberté pédagogique puisqu'on n'a pas le choix des méthodes, des cahiers, des supports de travail. On fait plus de projets avec nos élèves. Et on s'adapte aussi à différents fonctionnements d'école. Donc, c'est-à-dire que les horaires varient, les organisations ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est quelque chose qui est hyper dur en début d'année. On va toujours à la pêche aux informations. La semaine de rentrée, en fait, c'est 4 rentrées en une seule. Donc, c'est complètement délirant. Moi, j'ai très mal vécu la semaine de rentrée et c'est pour ça que je disais que je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas un poste qui est fait pour moi. Oui, puis comme tu ne l'as pas choisi, parce que pour être un peu plus précis, quand on choisit un poste, en fait, on a des vœux à faire pour celles et ceux qui nous écoutent. En tant qu'enseignant, quand on n'est pas titulaire de notre poste, et même quand on est titulaire de notre poste, on peut faire des vœux à chaque fin d'année pour changer d'école ou changer de poste, ou voilà. Et souvent, quand on est en début de carrière, comme c'est le cas pour toi, on a très peu de choix parce qu'on n'a pas de points. Chaque année, on gagne 1 point, en fait. Et plus on a de points... J'avais 2 points. Voilà. Donc, plus on a de points et plus on a de choix. Donc, voilà. Et donc, en début de carrière, c'est difficile. Et donc, quand on n'a pas, quand on n'a pas de poste qu'on a choisi, on se retrouve donc à titre provisoire, on appelle ça. Et souvent, malheureusement, je crois que c'était ton cas, mais tu vas valider ça, on est au courant de ça assez tard dans l'été, quoi. Enfin, c'est... Alors moi, je l'ai su fin juillet, donc relativement tôt par rapport aux années précédentes et aux jeunes enseignants qui découvrent leur poste la veille de la rentrée parfois. Donc j'ai eu le temps quand même de me préparer psychologiquement, découvrir un petit peu les programmes, rentrer en contact avec les enseignantes que j'allais compléter. Mais mine de rien, la semaine de rentrée a quand même été une claque parce que ça a été difficile dès le début. La maternelle, j'en avais jamais fait auparavant. Donc, dans une classe de 27 élèves en triple niveau, ça grouille de partout. S'il faut une énergie folle, on se retrouve à chanter Petit escargot le jour de la rentrée alors qu'on n'a jamais fait de maternelle avant. Donc, j'ai été complètement dépassée le premier jour. En CP, en CE1, ça s'est un petit peu mieux passé. Puisque c'était des classes dédoublées en REP, on dédouble les classes, donc on a des effectifs plus légers. On est à 13-14. Et par contre, en CE2, ça a été horrible. J'ai pleuré le midi. Le soir même, j'ai appelé la circonscription. J'ai eu au téléphone une conseillère pédagogique qui a proposé de m'accompagner un peu plus de manière individualisée par la suite. Je reviendrai dessus. Mais cette journée a été terrible dans le sens où moi, j'avais jamais connu de REP. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai constaté l'étendue des difficultés que peuvent avoir ces élèves-là en termes de communication, par la pauvreté des mots. Donc, en n'ayant pas les mots, ils ont les gestes, ils ont les attitudes, ils ont les postures. Et des fois, ça passe par une forme de violence. Et il y a beaucoup de micro-violences en REP. Alors, je pense pas forcément dans toutes les écoles parce que ça peut être géré, mais là, l'équipe n'était pas soudée, le directeur était complètement démissionnaire, donc je me suis retrouvée face à ces élèves qui étaient
en train de contester tout ce que je disais, en train de se menacer les uns les autres, de s'insulter. Donc, dès le début, ça a été une énorme claque. Oui, je comprends. Non, puis en plus, on n'est pas, on en a déjà parlé de la REP, notamment dans le premier épisode avec Margot. Mais c'est vrai que on est rarement, en tant que stagiaire déjà, quand on fait le master, préparé à la REP. Alors après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a REP et REP. Il y a des reps aussi qui sont bien gérés, où l'équipe est solide, et je pense que ça joue vachement. C'est que, en fait, si tu as une direction qui est solide, qui sait où elle va, avec une équipe qui prend des décisions en équipe, parce que je pense que plus les élèves sont compliqués, plus il faut avoir une structure hyper cadrée. Et c'est vrai que toi, si tu t'es en plus retrouvé dans une école où c'est pas géré, où il y a pas de cadre, je comprends, oui, que ce soit d'autant plus violent, d'autant plus que tu découvrais en plus ce système-là. Et c'est vrai que les reps, c'est particulier aussi parce qu'il y a un effectif qui est moindre, mais c'est quand même, c'est quand même à part dans le sens où on est censé avoir des moyens en plus pour créer des projets en plus. Alors, il y a des reps où ça se fait, il y a des reps où ça se fait pas. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que si tu es dans une école en rep qui est difficile, mais où tu vois qu'il y a une dynamique, où tu peux faire des projets théâtre, des sorties, je sais pas, là, je suis dans une école où ils sont allés en classe verte, classe de nature, faire du bateau en Bretagne. Bah voilà, là, ça, je pense que ça change aussi la dynamique entre enseignants, enfants, etc. Alors, toute cette dynamique-là, elle était inexistante à mes yeux. Enfin, de la journée où j'étais là, je ne voyais aucun moyen supplémentaire. J'étais seule face à mes élèves. On ne se soutenait pas, c'est-à-dire qu'on ne me proposait pas de me décharger de temps en temps de certains élèves qui étaient perturbateurs. Donc, je devais me débrouiller entièrement toute seule. Et cette dynamique n'était pas impulsée par le directeur d'école. Et comment ça s'est passé du coup? Parce que tu as dit tout à l'heure que dès le début de l'année, tu as demandé de l'aide donc à la circonscription. En fait, la circonscription, c'est comment expliquer? C'est nos supérieurs. Oui, voilà, c'est nos supérieurs hiérarchiques, oui, qui sont donc c'est en fonction des arrondissements. Il y a à Paris en tout cas, il y a plusieurs circonscriptions dans chaque arrondissement. Donc il y a la 19A, 19B, etc. Enfin voilà. Et en fait, dans les circonscriptions, il y a les inspecteurs et inspectrices qui sont nos supérieurs et des conseillers pédagogiques. Ouais, les conseillers pédagogiques, c'est des personnes ressources qui sont censées nous accompagner dans des projets pédagogiques ou si on a des questions, si on a besoin d'aide. Donc là, ce qui était mon cas. J'ai appelé le soir même. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, il faut que je me manifeste dès le début. Donc là, c'était la première semaine de rentrée. C'était la première semaine de rentrée. Ah oui, d'accord. Donc hyper rapidement. Ok. Ouais. C'est bien. Et donc cette conseillère pédagogique m'a aidée à dédramatiser en me disant, ce n'est que la première semaine de rentrée. Vous allez vous y faire. Vous allez vous adapter, etc. Elle m'a proposé un plan d'accompagnement individualisé, donc des séances. Des visites pour m'aider, enfin pour venir me voir, observer mon fonctionnement et ensuite me donner des conseils. Donc j'ai eu 2 visites par la suite, une en CP dans une de mes classes et une en CE2 dans cette fameuse école très difficile. Donc ces visites ne m'ont pas particulièrement aidée dans le sens où en fait elle m'a dit en m'observant, après avoir m'observé durant l'échange, elle m'a dit ah mais finalement c'est pas si catastrophique que ça. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire vu ce que vous m'aviez décrit. Donc j'avais l'impression que ce que je lui disais, tous les dysfonctionnements et les problèmes que j'avais l'impression de vivre, elle ne les légitimait pas. Qu'elle me disait que ça se passait dans ma tête, quoi, que c'était. Oui, qu'elle minimisait un peu l'impact. Voilà. Elle m'a aidée à voir le positif, mais en même temps, je n'ai pas senti de volonté de sa part de m'accompagner davantage. Parce que les conseillers pédagogiques aussi, ils sont là pour apporter une aide pédagogique. Donc c'est souvent dans la gestion de classe, les activités qu'on propose, etc. Toi, tu avais peut-être plus besoin d'un soutien psychologique à ce moment-là, parce que tu es une... Enfin, voilà, peut-être que... Alors, c'était le début, donc j'en étais pas au stade de me dire, je vais vivre un burn-out, j'étais pas du tout consciente de tout ça. C'était au tout début d'année. Oui, mais du coup, est-ce que c'était plus... est-ce que tu avais besoin... est-ce que tu attendais d'elle qu'elle légitime, comme tu as dit, le fait que la classe était problématique et était difficile parce que là, si elle te dit,
c'est moins grave que ce que je pensais, c'est que tu devais quand même gérer la classe et tu devais quand même faire des activités avec eux qui fonctionnaient ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que toi, c'était plus, t'attendais une aide vraiment pédagogique ou plus une aide psychologique dans le sens de soutien, tu vois? Sans doute les deux. Je pense que j'avais autant besoin de conseils pratiques que je pouvais appliquer dans mon fonctionnement de classe avec ces élèves-là. Et en même temps de conseils sur le plan psychologique, comment m'en sortir avec tous ces niveaux de classe, toutes ces écoles, toutes ces choses à gérer. Toutes ces nouvelles choses, quoi. Ouais. Et elle t'a aidé là-dessus? Non, pas tellement. Honnêtement, j'ai pas eu l'impression de sortir de cet entretien avec beaucoup plus armée que ce que j'étais. Et du coup, ça s'est passé comment pour la suite? À partir de ces visites-là, de la conseillère pédagogique, qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour essayer de continuer, Je me suis armée de courage, déjà. Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de tenir. C'était mon premier objectif. Ensuite, j'avais des petits objectifs dans ma semaine, c'était de passer les journées les moins horribles possibles. Donc, je me suis beaucoup réfugiée dans le travail et dans la préparation parce que, évidemment, quand on enseigne, il n'y a pas seulement le travail devant élèves, il y a la partie immergée de l'iceberg où on travaille chez nous, on prépare nos séances, on corrige. Et en fait, pour surmonter mes difficultés que je rencontrais avec chacune de mes classes, je surpréparais. Sauf que ça a été une erreur de ma part puisque tout ce travail de préparation était souvent gâché parce que dans la réalité, ça ne se passait pas comme je le voulais. Donc les premiers mois, j'ai tenu comme j'ai pu. Alors c'était difficile. Je partais le matin la boule au ventre. Le soir, je pouvais rentrer en pleurant. Je pouvais complètement me morfondre sur mon sort, mais je continuais à y aller tout en me disant je vais tenir. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est jeune enseignant, pendant le master, on nous dit beaucoup il faut préparer les séances, et c'est vrai qu'il faut préparer les séances parce que on peut pas arriver comme ça. Tiens, je vais leur enseigner à identifier un verbe. Enfin, tout ça se prépare, c'est des notions qui se préparent. Mais c'est vrai que on voit bien que ça se passe jamais comme on a prévu. Et bon, ça c'est la vie, mais c'est vrai que quand on est dans une classe, on l'a tous remarqué en début de carrière que parfois on prépare une séance, elle est hyper carrée, c'est super bien, on a passé 2 heures à la faire, on est trop fiers. On a un tableau magnifique. Exactement, on est trop fiers et puis on arrive devant les élèves et ça marche pas. Et il y a rien ils s'en fichent ou alors ça les intéresse pas ou alors au final ça prend pas. Un peu comme une mayonnaise quoi. Enfin c'est vraiment j'ai vraiment cette image là. Et puis c'est hyper dur parce que je trouve que quand t'es jeune enseignant, d'autant plus parce que t'as pas de référence passée, tu le prends contre toi. Tu te dis, en fait, j'ai mal fait. Enfin, j'ai dû mal préparer, j'ai mal fait mon travail, ou alors j'ai mal géré la classe. Et en fait, non. Bien sûr que oui. On se remet en question assez vite sur plein de choses. Et puis, le poste de Thérèse, c'est une gymnastique. Donc, moi, je préparais autant pour chacune de mes classes, presque comme si c'était mes propres classes. Donc, j'étais déjà en surcharge de travail en dehors de l'école, mais durant la semaine, on a le cerveau qui est divisé en 4. Parce que quand on finit une journée, on peut pas se permettre de ressasser, de se dire ce qui va pas, parce qu'il faut déjà être disponible pour la classe le lendemain. Il faut tout le temps... on prend sa valise avec soi et puis on se déplace. On change de costume parce qu'on n'est pas forcément... on n'a pas la même posture selon les élèves quand on est avec des maternelles et quand on est avec des CE2. On ne tient pas le même discours, on leur parle pas de la même manière, donc on change de costume. Et puis, c'est très fatigant de toujours devoir jongler comme ça avec toutes ces organisations, tous ces niveaux. Non, c'est vrai mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des postes de remplaçants qui sont pas... Franchement, les pauvres aussi, ils sont courageux parce que surtout que là, avec les réformes successives, le poste de remplaçant a été très, très malmené. Mais c'est vrai que ce poste-là, il est, comme tu dis, il est pas facile aussi parce qu'effectivement, on doit changer de casquette tout le temps. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais du coup, toi, ton expérience, elle a été négative en ce sens parce que t'as pas eu la chance non plus
de tomber sur des écoles qui t'ont porté, qui t'ont soutenu, avec lesquelles tu pouvais travailler en collaboration ou t'appuyer sur des collègues. Comment ça s'est passé du coup, à partir du moment où t'as tenu, à quel moment tu t'es dit là, en fait, je peux plus encaisser, enfin, stop, quoi. Alors, j'ai tenu jusqu'en décembre, donc quand même pas mal de mois. En janvier, alors j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route une médecin formidable qui m'a aussi aidée à voir les signes aussi de mon corps, puisque forcément le burn-out est aussi, enfin, ça se manifeste par des indices physiques de notre corps. J'étais complètement stressée, donc c'est-à-dire que j'avais des problèmes digestifs, des angoisses, des fois je me réveillais la nuit, j'étais malade, j'étais très fatiguée. Au niveau de ma vie sociale, j'avais complètement tiré un trait dessus parce que j'étais tellement accaparée et dans l'anticipation permanente, dans le stress permanent de la semaine que j'allais vivre ensuite, que je ne pouvais pas me dire bon, je vais faire la fête le week-end avec mes. Oui, tu pouvais pas profiter. Je pouvais pas profiter. J'étais tout le temps la tête dans l'école, la tête dans le guidon. Et ça, autour de moi, on me l'a fait remarquer, ma coloc, parce qu'à l'époque j'étais en coloc, mon copain aussi, ils m'ont incité à consulter, donc à trouver un médecin qui pourrait potentiellement me proposer des solutions. Donc j'ai rencontré une médecin généraliste qui m'a d'abord arrêté 2 premières semaines en janvier. Donc 2 semaines, c'est à la fois long et court, parce que déjà le temps d'accepter notre arrêt, parce que au début on le vit comme un sentiment d'échec, hein. On se dit ah bah j'ai pas les ressources psychologiques suffisantes, j'ai pas su me protéger, donc je me retrouve en arrêt. On le vit, on croit que c'est de sa faute. Et puis l'entourage aussi nous fait nous renvoie l'image de quelqu'un qui est lâche, hein, qui abandonne. Enfin, je veux dire, les collègues qui nous demandent quand est-ce que tu reprends, ou les collègues qui nous demandent de remplir des livrets scolaires pendant qu'on est en arrêt. Tout ça nous renvoie à un sentiment d'échec. Et donc, on n'arrive pas à souffler, à se dire je déconnecte avec l'école. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça aussi, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qui s'est dégradé d'année en année aussi dans l'éducation nationale, c'est ce sentiment de culpabilité, de s'arrêter. Parce qu'avant, il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, quand un enseignant était arrêté, il y avait un remplaçant. Il était remplacé à la journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Là, il n'y a plus de remplaçant. Il n'y a plus de remplaçant parce qu'il n'y a plus de personnes qui veulent faire ce métier. Et puis parce que aussi le job de remplaçant s'est dégradé aussi au fil du temps. Ce qui fait qu'on peut se retrouver 1 semaine, 2 semaines en laissant sa classe sans remplaçant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de remplaçant ? Soit ils sont à la maison, soit ils sont répartis dans les autres classes. Voilà, dans les autres classes. Ça impacte forcément les collègues. Et les collègues peuvent nous en tenir rigueur. Oui, si t'es sur des collègues qui sont pas très bienveillantes et qui sont... Voilà, c'était mon cas. Ce qui peut arriver, oui. Vas-y. Du coup, je voulais juste faire cet aparté-là, mais je pense que ce sentiment de culpabilité, il est important parce que c'est dur, je trouve, de s'en détacher, même quand on est arrêté quelques jours, quoi. Et donc, pendant ces 2 semaines-là, j'en ai aussi profité sous les conseils de ma maman, qui était aussi enseignante. Elle ne l'est plus, mais elle a été enseignante. Elle m'a conseillé d'écrire une lettre à l'inspectrice. Donc, l'inspectrice, c'est au niveau de la hiérarchie, c'est celle qui est au-dessus des conseillères pédagogiques. C'est notre big boss, si je puis dire. C'est ça. Donc, j'ai écrit une lettre pour décrire mon état, pour décrire les difficultés que je rencontrais, sans incriminer personne. Hein. J'ai simplement relaté les faits de manière objective. Et elle m'a proposé un rendez-vous. Donc voilà. Entre-temps, j'ai aussi contacté les syndicats pour un petit peu savoir ce qu'il était possible de faire et pour dire que j'avais rendez-vous avec l'inspectrice. Les syndicats m'ont proposé de m'accompagner, donc de m'envoyer un représentant syndical avec moi pour voir l'inspectrice, qui est en général mieux plutôt que d'être seule. Et donc ce fameux rendez-vous s'est passé un petit peu dans la continuité de ce que j'avais eu avec la conseillère pédagogique. C'est-à-dire qu'elle m'a d'abord repris sur les formules de politesse de ma lettre, dès le début du rendez-vous. C'est une blague ? Non. Elle m'a mise au parfum de comment allait se passer l'entretien.
Ensuite, elle m'a dit qu'il n'était pas question de me changer de poste et que ça n'était pas en son pouvoir. Donc, que si c'était ce que j'attendais, que ça n'arriverait pas. Et ensuite, elle m'a sorti son magnifique plaidoyer sur l'enseignement, pour l'enseignement en REP, donc ce qui n'était pas du tout le propos de ma lettre. Oui, voilà. Toi, tu ne t'étais pas en train de dire que l'enseignement en REP, c'était horrible. Enfin, c'était vraiment ton ressenti. C'était mon ressenti. Voilà, c'est pas... Voilà. Et donc, je me suis un petit peu décontenancée. Donc, heureusement que le représentant syndical était là, puisqu'il m'a défendu, il a pris la parole. Moi, j'y croyais plus, hein, j'avais envie de partir. Et à la fin de l'entretien, elle m'a proposé de reprendre l'accompagnement individualisé avec la conseillère pédagogique. Donc, c'est la seule solution qu'elle m'a apportée. Et puis, donc, cette conseillère pédagogique ne m'a jamais recontactée par la suite. Ah, donc tu n'as pas eu de séance en plus? Non. Non. Donc, voilà. Il y a eu cet arrêt de 2 semaines, ce rendez-vous avec l'inspectrice. Et puis, à partir de là, je pense que j'ai perdu espoir en l'institution. Je savais que je n'allais pas être aidée. Et puis, mon état s'est dégradé. J'ai perdu le sens, le goût de l'enseignement, alors que pourtant, j'étais vraiment quelqu'un qui avait choisi cette voie-là par amour pour le métier. J'avais jamais eu de problème, quel qu'il soit, avec des élèves auparavant. J'avais pas de problème d'autorité. Donc, je savais que c'était pas un défaut de ma part, mais je me suis dit, je voyais mon état comme définitif. Je me disais, ça y est, mon sort est tracé, est scellé. Ouais. J'étais vraiment tous les jours dans l'évitement de mes collègues aussi, parce que j'avais pas envie de m'investir dans le côté social. J'avais pas envie de m'intégrer dans les équipes, donc je pense que ça a aussi joué en ma défaveur, puisque j'ai pas eu d'oreille attentive dans les écoles avec qui me confier. Et puis les relations avec les collègues que je complétais se sont détériorées. C'est-à-dire que moi, je leur parlais des problèmes que je rencontrais dans les classes, donc notamment avec l'enseignante de CE2 dans l'école dans le 19e, assez sensible. Elle, de son côté, faisait comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc, je n'arrivais pas à croire que cela n'arrive qu'avec moi. Oui, que tu étais la seule qui n'arrivait pas à gérer la classe et qui avait un climat de classe, du coup, Alors, certes, difficile, les élèves, quoi. je pense, se relâchent un petit peu quand c'est l'enseignant qui complète, parce que on n'est pas leur enseignant référent, donc ils n'investissent pas leur confiance en nous. Il n'y a pas de relation affective qui se noue avec les élèves. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Après, honnêtement, j'aurais aimé qu'on cherche des solutions ensemble avec la collègue qui avait la classe le reste de la semaine. Donc, ça a été une descente progressive. J'ai coulé progressivement. Mais c'est vrai que c'est difficile, ça, parce que quand on est TRS, comme tu l'as dit, on a la classe qu'une fois par semaine ou qu'une fois et demie en fonction des classes qu'on a. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est difficile déjà d'avoir cette autorité d'enseignant, parce que il y a aussi des classes qui nous prennent pour la remplaçante, quoi. Donc, comme tu dis, ils se relâchent. Mais j'ai du mal à croire, pour être TRS aussi, du coup, j'ai du mal à croire que ça puisse très mal se passer d'un côté et très bien de l'autre. En général, ça peut être moins bien avec l'enseignante qui complète, mais c'est rarement l'éclat total. Enfin voilà, donc c'est un peu de la mauvaise foi. Surtout que les autres collègues me disaient que ma classe était difficile. Donc, d'accord. Je pense qu'elle voulait renvoyer aussi une image de moi auprès de l'équipe, auprès des élèves qui n'était pas la bonne. Et donc, il y a eu un gouffre qui s'est créé entre nous. On n'a plus communiqué du tout. Ouais, donc ça a renforcé aussi cette culpabilité, ou en tout cas cette idée que t'étais seule, quoi. Enfin, cette solitude, en fait. Complètement. Donc voilà, c'était vraiment une période très sombre. Donc de janvier jusqu'à mars, j'ai puisé dans mes réserves et je pleurais très très souvent. Et à un moment, j'ai une phrase qui m'a marquée de mon copain, qui m'a dit tu peux pas te morfondre sur ton sort, te dire que ton sort est scellé et ne rien faire
et il faut que tu t'attaques plus haut. Il m'a dit, il faut que tu vises plus haut, plus fort, et il faut que tu parles au rectorat. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était que le rectorat. Le rectorat, c'est la direction des affaires scolaires, donc au niveau administratif, au niveau supérieur. Et en fait, il y a plein de personnes qui travaillent dans les bureaux. Il y en a trop. Ouais, c'est Il y en a trop. C'est énorme, c'est très très grand. Et donc, j'ai fini par contacter le rectorat, sous les conseils aussi des syndicats qui m'avaient laissé entendre qu'un changement de poste était possible si je faisais appel au rectorat, mais que c'était un processus très long et qu'il fallait voir pas mal de monde. Donc, j'ai d'abord écrit, il me semble, à la psychologue des personnels enseignants, que j'ai rencontrée assez vite, qui m'a proposé un rendez-vous. Et donc là, j'ai vraiment senti qu'elle prenait les choses au sérieux et que mon récit l'alarmait. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle m'a aiguillée aussi par la suite vers une autre personne. Donc j'ai rencontré ensuite un médiateur des ressources humaines. On a des ressources humaines à l'éducation nationale. Oui, c'est une grande découverte. Je ne savais pas que ça existait. Non, mais ce qui est fou, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, mais ce qui est fou, c'est que, en fait, on n'est même pas au courant de ça. En tant qu'enseignant, quand on arrive dans le métier, on ne sait même pas à qui on peut s'adresser. Mais par contre, je crois que les ressources humaines, c'est récent, hein, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Enfin, je crois que ça fait quelques années. C'est une cellule, en fait, ressources humaines, avec des médiateurs, avec une directrice ressources humaines. Et il y a tout dingue. Aussi un comité médical avec des médecins pour les enseignants. Voilà, donc j'ai découvert ce monde du rectorat qui s'ouvrait à moi. Et j'ai pu obtenir du soutien que je n'avais jusqu'ici pas eu auprès de la circonscription. Et donc, ce fameux médiateur des ressources humaines m'a dit qu'il ferait tout pour me changer de poste. Donc là, lumière, espoir, je croisais les doigts. J'ai attendu et entre-temps, il m'a dit, vous pouvez éventuellement vous remettre en arrêt si vous ne tenez pas. Ce que j'ai fait, je me suis remise en arrêt une semaine aux alentours en février, je crois. En février, et j'attendais ce changement de poste tous les jours, hein, je regardais mes mails et finalement il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me changer de poste tant qu'il ne trouverait pas un remplaçant pour mettre sur mon poste. Donc c'est un cercle. Oui, c'est le chat qui se mord. Voilà, c'est le cercle, un cercle vicieux. J'allais dire le chat qui se mord la queue quand même. Le serpent qui se mord la queue. Pardon. Donc entre-temps, j'ai aussi appris une nouvelle, parce que quand on est TRS, on doit gagner 4 points. 4 points qui nous servent pour le mouvement suivant. Cette année, il y a eu forcément une réforme, pile sur mon année. Merci Blanquer. En annonçant que les postes de TRS provisoires, donc ceux qui n'ont pas choisi, ne gagnent pas les 4 points. Donc en fait, on ne choisit pas un poste, on subit un poste, et en plus de ça, on nous enlève la récompense. Donc là, je me suis dit, mais à quoi ça sert ? Pourquoi je me bats ? Pourquoi je continue ? Pourquoi je me fais du mal ? Pourquoi je me bousille la santé ? Je perds toute ma confiance et je suis là à continuer. À continuer. Donc je suis retournée voir ma médecin généraliste, qui m'a proposé un arrêt plus long. Donc elle m'a dit, là, 2 semaines, ça suffit pas. Il faut vraiment vous préserver. Là, vous êtes à un point de non-retour. Si vous ne vous arrêtez pas, vous aurez des dommages psychologiques qui seront tels que, vous ne pourrez pas réenseigner en étant sereine si vous continuez. Donc j'ai décidé d'accepter et j'ai été arrêtée en fin mars, jusqu'à la fin d'année. Donc à la fois c'est libérateur, on se dit c'est fini, mon calvaire est terminé. Et à la fois, il faut expliquer ça aux collègues, expliquer ça à l'institution. Et puis, on se lance aussi dans un autre combat, parce que quand on dépasse les 3 mois d'arrêt maladie, donc cumulés sur l'année, il faut faire une demande de congé longue maladie. Tout à fait. Et ça, c'est un processus qui est extrêmement long. Et donc, cette demande de congé longue maladie, il faut la faire en plusieurs étapes. D'abord, monter un dossier avec son médecin généraliste, avec des éléments médicaux. Ensuite, on doit encore voir un certain nombre de personnes au rectorat. On doit voir
une psychiatre du travail, on doit voir le médecin du rectorat qui va donner un avis pour la commission. Ah oui. Mais donc ils peuvent refuser cet arrêt longue maladie. Et surtout que le burn-out, c'est une maladie qui est c'est pas une maladie très récente. Oui, mais c'est surtout que j'ai vu que c'était pas encore considéré comme une maladie. Voilà, donc c'est très très délicat pour que le congé longue maladie soit accepté pour un burn-out. Ah oui, d'accord. Donc j'avais en fait peu de chance d'obtenir ce congé longue maladie. Si je ne l'obtenais pas, ça veut dire que je passais à demi-traitement, que je perdais la moitié de mon salaire. Donc que pendant 3 mois, j'allais gagner beaucoup moins d'argent. Donc financièrement, c'était compliqué aussi. C'était compliqué. Ouais. Donc ça rajoute une culpabilité parce qu'on est non seulement on est en burn-out, en plus on est arrêté, donc il faut faire avec tout ça, et il faut aussi se dire je vais m'en sortir avec peu financièrement. Donc j'y ai cru. J'ai fait en sorte que ça marche. J'ai monté le dossier, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, et j'ai aussi voulu dire au système que ce burn-out, il était dû au poste qu'on m'avait donné, que ce n'était pas une maladie, une maladie mentale que j'avais pas développée, que c'était pas lié à ma personne, que c'était à cause du poste qu'on m'avait donné. Et donc j'ai rencontré toutes les personnes et j'ai su qu'en octobre dernier que mon congé longue maladie n'avait pas été accepté. Donc ça dure en octobre là 2021. En octobre 2021. Et tu t'étais arrêtée quand même? Je m'étais arrêtée en avril, en fin mars. Donc non mais donc ça a duré plus de 6 mois. Mais donc est-ce que pendant ton arrêt t'as été en demi-traitement, t'as gagné moins d'argent? Oui. Ah oui, je suis passée en demi-traitement. Donc on m'a convoquée au rectorat en octobre, alors que moi j'avais repris le travail, j'avais vécu une nouvelle rentrée, tout allait mieux, je m'étais relevée. Il a fallu que je retourne au rectorat pour justifier quoi. Entendre parler de cette histoire de congé longue maladie. Parce qu'on doit aussi faire un dossier pour expliquer qu'on reprend le travail à temps plein, qu'on n'est plus en arrêt longue maladie, qu'on reprend le travail. Voilà. Et c'est assez fou parce que moi, j'avoue qu'avant de te connaître, je connaissais pas toutes ces démarches-là, tu vois. Et je trouve ça important aussi que tu en parles parce que ça montre aussi que au-delà de la fatigue psychique, physique, etc., de l'épuisement que tu as vécu, t'es pas tranquille, quoi. C'est que tu as des démarches à faire, tu dois justifier, tu dois expliquer. Voilà. On est dans ce processus qui dure super longtemps, donc on est en attente et on doit monter des dossiers, on doit rencontrer des personnes et réexpliquer sans cesse notre histoire. Donc on a du mal à couper en fait parce qu'on doit toujours se replonger dans ce burn-out qui nous suit jusqu'au bout. Mais ça c'est intéressant parce que du coup j'ai fait pour le bien de ce podcast, j'ai fait des recherches sur le burn-out, etc. Et j'ai vu sur l'OMS que l'OMS ne considérait pas le burn-out comme une maladie. Et donc, en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'au niveau du traitement et au niveau du diagnostic et au niveau ensuite du suivi de l'arrêt maladie, c'est hyper compliqué parce qu'ils le mettent pas dans la case de maladie, ils mettent ça comme épuisement professionnel. Et donc, épuisement professionnel, ça veut tout et rien dire. Enfin, tu peux être un peu stressé. Enfin, c'est pas du tout les mêmes échelles de vivre ce que t'as vécu et ce que d'autres ont vécu que juste un peu de stress ou de la fatigue professionnelle, quoi. On m'a dit à un moment, ce que vous n'avez n'est pas assez grave pour que ce soit considéré comme une longue maladie pour vous accorder le congé longue maladie. Mais ça veut dire quoi, c'est pas assez grave? Donc je sais pas, j'avais envie de demander, il faut que je fasse une tentative de suicide pour qu'on me considère comme en burn-out, parce que c'est une maladie qui... On ne voit pas qu'on est malade, on n'est pas alité, on n'est pas avec de la fièvre, en l'apparence, on a l'air d'aller bien, mais c'est psychique. Et donc, ça a été un combat vain, entre guillemets. Oui, puis il faut préciser aussi que l'année que tu as vécue, c'était en pleine pandémie aussi. Et ce qui est, j'allais dire marrant, mais c'est peut-être pas marrant, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler beaucoup de la santé mentale, qu'on a commencé à reconnaître certaines choses chez les enseignants. Se sont arrêtés. Au-delà du Covid. Donc il y a eu, en plus de cette année difficile, il y avait le poste de TRS, mais il y avait aussi toutes les restrictions liées au Covid
qui ont été difficiles pour tous les secteurs. Mais ça rajoute aussi, en plus... Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu être remplacée sur mon poste de TRS, parce qu'il y avait un déficit de remplaçants et qu'on ne m'a pas accordé de nouveaux postes parce que aucune personne ne pouvait être sur mon poste. Mais il y a toujours un déficit de remplaçants. Oui, tu vois, ça, c'est après. Ça change pas. Mais je voulais juste revenir sur quelque chose qui était intéressant, parce que j'ai vu, là, il y avait un article qui tourne beaucoup, là, en ce moment, qui retourne beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, qui a été écrit par... c'est dans le magazine Les Échos. Je crois que c'est ça. Je l'ai noté. Oui, c'est Les Échos. Et ça a été écrit en 2021, donc pendant la pleine pandémie, etc. D'accord. Et c'est une journaliste, du coup, qui a enquêté sur les démissions des jeunes enseignants. Donc là, c'est vraiment les jeunes enseignants qui passent vraiment la porte et qui se disent « ciao ». Mais à un moment, dans l'article, elle parle du burn-out. Et ce qui était intéressant dans ton témoignage, c'est qu'à un moment, tu dis que... je repense à l'inspectrice qui t'a dit qu'en gros, c'était comme ça. Enfin, tu vois, que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien à faire. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème aussi de l'institution à reconnaître leurs manquements et leurs fautes, parce que je pense que c'est au-delà de cette inspectrice-là, c'est un problème beaucoup plus global de comment les enseignants, on en arrive là. Comment on en arrive à se dire, là, moi, je peux plus enseigner. Est-ce que toi, tu aurais une réponse à ça à ton niveau? Mais si je reformule ma question, c'est à ton avis, qu'est-ce qui fait dans l'organisation de l'institution, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'enseignant, il se dit, moi, je peux plus, en fait, là? Parce qu'il y a déjà un manque de soutien psychologique. Comme on disait juste avant, on ne sait pas vers qui se tourner. Si j'avais pas contacté les syndicats, je n'aurais pas su que je pouvais faire appel au rectorat. Donc il y a un manque énorme de suivi, d'aide, de ressources qui sont déployées pour les enseignants. Alors ça, à tout niveau. Et puis, comme tu disais, le système ferme les yeux sur ce problème, sur les difficultés. On nous met dans des postes qu'on n'a pas choisis, et ensuite on refuse de nous aider, de nous dire comment s'en sortir. Donc, moi, je me suis questionnée quant à mon avenir. En fait, mais mon arrêt m'a permis aussi de me demander si j'avais encore un rôle à jouer dans l'enseignement. La réponse est oui, parce que j'étais persuadée que j'avais pas encore tout fait et que j'avais besoin de vivre quelque chose de positif après cette année catastrophique. Il fallait que je me relève, il fallait que je retrouve l'enseignante que j'avais perdue, l'enseignante que j'étais auparavant. Donc je me suis dit que j'allais persévérer, et j'ai bien fait, puisque j'ai obtenu un poste au mouvement. Alors, poste que j'ai obtenu, je pense, grâce à la directrice des ressources humaines, qui m'a fait une petite fleur, puisqu'elle m'a dit... elle s'est excusée. Alors, elle a présenté ses excuses, donc j'ai eu des excuses du système. Ça a quand même compté pour moi, parce que ça fait sens, des excuses. Ah oui, puis c'est de la reconnaissance aussi. Enfin, c'est hyper important, je pense, de sentir que voilà, ils ont merdé quelque part. Elle a parlé de défaillance. Oui, donc, bien sûr. De poste défaillant, je suis tombée sur ce poste-là. Et elle m'a dit que ses équipes chargées des affectations seraient attentives à mon dossier et feraient en sorte que j'obtienne un poste au mouvement. Donc, en guise de dédommagement, j'ai eu une école. Et cette année, tout va mieux, tout va bien. J'ai retrouvé le plaisir d'enseigner. J'en revenais pas. Le jour de la rentrée, j'en croyais pas mes yeux. De voir des élèves attentifs, respectueux de l'adulte, bienveillants entre eux, je me disais, mais ça existe, et je peux être l'enseignante que je souhaite être. Je peux m'épanouir, je peux trouver de la satisfaction. Et puis ça a beaucoup plus de saveur quand on a vécu le pire. Ça prend tout de suite un goût prononcé, enfin un goût. Une autre dimension. Une autre dimension, ouais. On retrouve le goût de l'enseignement. Donc, c'est génial, parce qu'en plus, il faut quand même noter que cette année, tu es en REP aussi. Je suis encore en REP. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on parlait de la REP tout à l'heure en disant que tu as vécu aussi le pire dans ces écoles-là par rapport au poste que tu avais aussi. Mais là, tu étais en REP. Comment ça s'est passé, justement, parce que maintenant, tu es passé à autre chose, tu as ta classe, etc. Comme tu t'es arrêtée jusqu'à la fin de l'année, comment tu t'es sentie en septembre quand tu as eu ta classe? Je suppose que ça n'a pas dû être facile non plus de se remettre dans le bain. Très angoissée.
J'ai passé un été à beaucoup repenser à mon burn-out. Et quand on a fait un burn-out, on a peur de revivre un deuxième burn-out. On se sent fragilisé et susceptible de revivre le même enfer, en fait. Donc j'ai beaucoup stressé durant la rentrée. J'ai encore une fois beaucoup préparé. Et puis toutes mes peurs se sont envolées le jour de la rentrée. Quand j'ai découvert mes élèves, j'ai eu un sentiment de plénitude. Ah oui, c'est fou. Alors, je sais pas si j'ai un radar à élèves ou si j'arrive à voir les potentiels positifs comme négatifs. Mais là, vraiment, j'ai fait un ouf de soulagement. Je me suis dit, je vais me régaler. Et c'est ce qui se passe. Et tu te régales. Je fais plein de projets avec mes élèves. Je tente plein de choses en termes pédagogiques. J'ai tout le loisir et la liberté d'exploiter mon potentiel créatif d'enseignante, ce que je n'avais plus l'année dernière. Donc c'est très très agréable au quotidien. Et qu'est-ce que t'aimes justement dans le fait d'enseigner? Maintenant que t'as retrouvé cette force et cette ferveur un peu que t'avais perdue, avec le recul maintenant, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier? La liberté pédagogique dont on dispose, c'est un atout immense parce qu'on peut se servir de nos goûts, de nos loisirs pour enseigner. On enseigne avec la personne qu'on est. Et moi, j'ai un penchant pour les arts plastiques, l'histoire des arts. Donc, je fais beaucoup de choses en rapport avec ça, avec mes élèves. Donc, on va au musée, je leur fais faire des productions plastiques en rapport avec les œuvres qu'on étudie. Récemment, alors rien à voir, mais on peut tenter plein de choses quand on est enseignant. J'ai peu de disposition à enseigner les sciences, mais cette année, je m'y suis mise. C'est bien. Et on a travaillé donc sur les animaux pendant une longue période. Et récemment, on a eu une intervention sur les rapaces. Donc, une dame qui est venue avec ses oiseaux, qui les a fait voler en classe, qui les a montrés aux élèves. Donc, en fait, on peut apprendre en même temps que les élèves. Et c'est ça que j'adore. Moi, je dis des fois à mes élèves, là, j'apprends en même temps que vous. Quand on travaille sur l'histoire, en ce moment, on travaille sur Versailles, je me remets à jour, en fait. On remet tout le temps à jour ses connaissances et les élèves nous apprennent beaucoup. Et c'est ce que j'adore dans le métier. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'en fait, c'est un métier, et pourtant, c'est assez contradictoire, parce que souvent, les enfants, moi, je sais que j'ai déjà eu ce type de phrase d'un élève qui m'a déjà dit « Mais toi, maîtresse, tu sais tout. » Exactement. Et je suppose que t'as déjà dû entendre ça aussi, cette espèce de mythe autour de l'enseignant qui arrive en classe et qui sait tout. Et en fait, ça... On est le référent des savoirs. Oui, mais je pense que c'est ce qui a changé aussi. J'écoutais... alors, ça venait c'était des enseignants au Québec, mais j'écoutais une vidéo d'enseignants québécois qui disait que avant, et c'est pareil en France, il y a 40, 50, 60 ans, l'enseignant, il était là pour instruire. Donc, c'était, comme tu dis, le référent des savoirs. Et donc, il transmettait son savoir et les enfants repartaient avec. Et après, voilà. Sauf que là, le métier, il a changé. On est éducateur, on doit instruire aussi, mais on est éducateur. Parfois, on est psy aussi. Parfois, on est maman. Parfois, enfin, voilà. Je trouve que le rôle, c'est beaucoup plus complexifié. Le problème, c'est que le système, il a pas tant suivi que ça. Donc, on n'a pas tellement plus de moyens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois aussi. C'est qu'on n'a pas tellement plus de moyens. Et c'est ce qui fait que parfois, on peut se sentir démuni, débordé, épuisé. Et voilà, qu'on n'a pas les armes ou les ressources nécessaires pour faire face à ça. Mais ce que j'aimais dans cette interview de ces enseignants-là, c'est qu'ils disaient que l'enseignant, il apprend toute sa vie. Et il y a une formation, comme tu dis, il apprend avec ses élèves, il apprend de ses élèves. Avec nos élèves. Et puis on apprend aussi, on peut se former à des choses différentes, que ce soit des Et on se met aussi des fois en retrait pour que les élèves construisent le savoir ensemble. En fait, il y a tellement de possibilités d'apprentissage, de modalités d'apprentissage, que c'est extrêmement riche et qu'on peut en expérimenter beaucoup. Et avoir sa propre classe, pour moi, c'est synonyme de tout ça. C'est une richesse en continu. Ça déborde de petites âmes créatives et c'est beau en fait. Moi, cette année, je me dis c'est beau puisque je savais pas la chance que j'avais les 2 premières années quand j'ai démarré. Je savais pas la chance que j'avais et maintenant j'ai conscience de cette chance que j'ai d'avoir mon poste, ma classe. Oui, c'est vrai que ça change beaucoup de choses et puis il y a une confiance aussi qui se crée entre toi et les élèves. Le lien affectif n'a rien à voir.
Donc voilà, je suis heureuse et épanouie en ce moment. Mais c'est bien, enfin, c'est chouette aussi d'avoir ce... Alors, on n'est pas là pour cracher sur le dos de l'éducation nationale ou pour dire que tout est beau, tout est... Voilà, qu'on est dans un monde de bisounours. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter, parce que je trouve que ton témoignage, il est intéressant dans le sens où tu as vécu quelque chose de très difficile. Et il y a des gens que ça peut dégoûter. Il y a des gens qui quittent l'éducation nationale parce qu'ils se sont peut-être rendus compte aussi que finalement le métier n'était peut-être pas assez important pour eux. Mais ce que j'aime dans ton parcours, c'est qu'au final, tu t'es rendu compte avec le recul qu'en fait, non, tu avais quand même des choses à faire, tu avais encore des choses à prouver, à montrer, à apprendre. Et c'est super beau de te voir là t'épanouir aussi en ce sens, quoi. Et j'aurais pas pu... arrêter ma carrière sur une expérience, sur un échec, une expérience négative. Il était hors de question. Qui n'est pas un échec, mais oui, que j'ai vécu comme un échec. J'avais besoin de sortir la tête de l'eau et de respirer à nouveau. Ah, c'est super. Bah, c'est super. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Ah oui, d'accord. Ouais, donc on va s'arrêter là. Mais je te remercie beaucoup d'avoir témoigné de ça. Je pense que ça éclaire un peu plus aussi sur ce que c'est le burn-out et comment il est traité dans l'éducation nationale, mais aussi dans la société. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour reconnaître, parce qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de santé mentale, là on en parle de plus en plus. Mais je trouve que dans le milieu professionnel, et que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, hein, parce que là on voit aussi beaucoup de start-up avec des jeunes qui sortent des grandes écoles, qui se tapent des 45-50 heures par semaine et qui en peuvent plus, qui sont au bout de leur vie parce qu'on leur promet sur les mentalités à faire. C'est ça. Mais même je trouve que sur la notion de travail, il y a quelque chose à faire. Je trouve que la notion de travail qu'il y avait avant, c'est-à-dire le travail, c'est la sécurité, on fait un job, t'aimes pas, bon, tu vois, l'important c'est d'avoir un salaire. Je trouve que la notion de travail, elle change. Et même chez nous, je sais pas toi ce que t'en penses, et on va peut-être pouvoir finir là-dessus, mais la notion de vocation, moi, elle me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que par vocation, on pourrait tout accepter. Tu vois ce que je veux dire ? Et en tout cas, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que souvent, les métiers à vocation, comme infirmière, comme enseignant, comme infirmière, comme tous ces métiers publics, qui sont souvent dans la fonction publique d'ailleurs, c'est des métiers où, oui, mais c'est une vocation, donc on accepte le salaire qui est pas hyper valorisant, on accepte les conditions de travail difficiles. On n'a pas son mot à dire, en fait. Voilà, et ça me gêne un peu parce que pour moi, c'est un métier, c'est un travail comme un autre. C'est juste qu'on le fait avec passion ou pas, d'ailleurs, mais on le fait du mieux possible. Mais je sais pas, toi, ce que t'en penses de cette notion de vocation. Est-ce que t'as un avis là-dessus ou pas ? Alors pour moi, la vocation, c'est pas forcément avoir la passion pour le métier. On peut aimer être enseignant sans être passionné des enfants. Moi, j'ai des amies qui aiment l'enseignement, mais qui n'aiment pas les enfants. C'est-à-dire qu'elles n'en veulent pas chez elles n'en veulent pas tout court. Donc, je suis partagée sur la notion de vocation, mais ce qui est sûr, c'est que pour être heureux, il faut être épanoui et en harmonie avec le travail qu'on fait. Il faut que nos valeurs entrent en résonance avec notre travail et sans ça, on n'est pas heureux. S'il n'y a pas de sens, on peut pas. Pour moi, je pense qu'on peut pas vivre sereinement sans le sens de notre métier. Oui, et puis trouver un équilibre aussi entre son métier, sa vie personnelle aussi, parce que pareil, il y a beaucoup d'enfants qui pensent que on passe, surtout les petits, qui pensent qu'on vit à l'école. Bah oui, mais non, on ne dort pas, on ne vit pas à l'école, les enfants. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant cette notion de vocation, et je pense que c'est toute cette notion du travail qu'il y a à redéfinir, et le burn-out en fait partie, en fait. Enfin, à un moment donné, quand tu arrives à un épuisement tel pour ton travail, c'est pas normal. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose il y a un manque d'équilibre, justement, et un manque de reconnaissance, comme on en parlait, quoi. Exactement. Bah, merci beaucoup, Chloé. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Écoute, vivre en paix. Ça, c'est alors dans ton travail. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de positif dans ton travail pour les années à venir, ou qu'est-ce que toi t'aimerais développer ? Alors écoute, déjà j'aimerais quitter Paris pour revenir dans ma région d'origine, le Sud-Ouest. Voilà. Mais bon, les mutations sont
encore une fois, très difficile à obtenir. Ça va être un autre combat, mais ça peut se faire. Ça sera un autre combat à mener. Donc, nous avons une multitude de combats à mener au sein de l'éducation nationale. Réformons-la, voilà, faisons changer les choses. Super, merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup à toi et puis plein de beaux profcasts à l'avenir que j'écouterai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Profcast et à bientôt. Merci.